Les militaires de Rwanda Defense Force RDF ainsi que leurs supplétifs du M23 viennent de passer à la vitesse supérieure dans leur folie des crimes économiques dans les territoires sous occupation à l'est du pays. Ténè, selon de sources concordantes dans la région, les rebelles du M23 ont créé un réseau des contrefacteurs des signes monétaires afin d'injecter des faux billets des dollars américains et de francs congolais sur les marchés d'échange dans le nord et sud Kivu. Dans cette édition, votre magazine Fiscalité et Développement alerte sur le sujet. Dans l'objectif d'éviter la surfacturation déplorée les années antérieures dans les cadres du contrat SICOMINE, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingué-Tekei a présidé une réunion d'évaluation et de maîtrise des coûts de construction des rocades. Et puis, le directeur général de la DGRAD, Étienne Outudi Lutula, en mission d'itinérance dans les directions provinciales de la DGRAD au Katanga, au Lomami et Lualaba. Objectif, faire passer les messages du gouvernement congolais Téléma en demandant aux cadres et agents de ces directions provinciales à mobiliser plus de recettes non fiscales pour permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de faire face à la guerre d'agression rwandaise. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement que vous présente Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Le plaisir est réel pour moi de vous retrouver dans cette édition de Fiscalité Développement pour vous informer en matière économico-financière et en question de développement en République démocratique du Congo. Comme depuis un moment, pas un magazine sans une pensée à nos compatriotes de l'Est tourmentés par la guerre. Des rumeurs persistantes font état d'une mise en circulation dans les territoires sous occupation de faux signes monétaires qui proviendraient de la Chine pour compenser la rareté des billets de banque observés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Suivez à ce propos cette analyse de votre rédaction. Après avoir tenté sans succès de casser les coffres-forts de certaines banques commerciales en Suisse, y compris celui de la succursale de la Banque centrale du Congo à Goma, vandaliser les distributeurs des billets de banque, piller les bureaux de certaines sociétés de messagerie financière comme celui de Soficom dernièrement, les militaires des Rwanda Defense Force, RDF, ainsi que les supplétifs du M23 viennent de passer à la vitesse supérieure dans leur folie des crimes économiques. Pour concrétiser leurs manœuvres dilatoires, ils ont commencé par réunir dans certaines agglomérations des territoires occupés les cambustes des rues pour les préparer à une vaste opération de contrefaçon monétaire portant sur l'injection plausible et massive des faux billets des dollars américains et des faux billets des francs congolais sur le marché d'échange dans les territoires sous occupation. Des fils en aiguille et des sources concordantes dans la région, il se révèle que la contrefaçon monétaire se portait déjà bien dans les territoires occupés par l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Un réseau mafieux importerait de la Chine des faux billets des dollars américains et des faux billets de francs congolais qui sont systématiquement injectés dans l'économie nationale pour essayer de compenser la rareté des billets de banque qui s'observe à l'est du pays depuis l'occupation du M23, principalement à Goma et Bukavu. Dans cette perspective, un communiqué officiel daté du 5 avril 2025 signé par les directeurs de cabinet du gouverneur des occupants rwandais dans la province du Nord Kivu porte à la connaissance de toute la population de la ville de Goma et ses environs de la reprise des activités bancaires à Goma dès ce lundi 7 avril 2025. La question que tous les experts en la matière se posent est celle de savoir les moyens et les marges de manœuvre dont disposeraient ces bandits des grands chemins pour prendre et concrétiser une telle mesure. Comme si cela ne suffisait pas, ces autorités de facto ont demandé à la population de déposer à la CADECO les billets de banque qu'elle garde par devers elle. Les autorités, la succursale de la CADECO Goma où ils ont nommé des nouveaux dirigeants,
sera inauguré ce lundi 7 avril 2025 et servira des banques d'émission pour le blanchiment de leurs billets des banques issus d'une planche à billets fictive et contrefaite. Il va sans dire que le président rwandais Paul Kagame serait depuis très longtemps à la tête des réseaux des contrefacteurs des signes monétaires dans la région de l'Afrique de l'Est, lesquels réseau est actif dans le secteur minier pour acheter les minerais stratégiques, mais aussi les cafés, les bois et les cacao qu'il exporte sur le marché international. Le gouvernement de Kinshasa devrait se saisir rapidement de cette question pour rassembler les preuves et au besoin informer d'ores et déjà les instances internationales compétentes en la matière. Par ailleurs, le Trésor américain, qui gère la légitimité et la légalité du dollar américain sur le marché international, devrait lui aussi ouvrir rapidement une enquête pour identifier les tenants et les aboutissants de ces réseaux mafieux, les neutraliser et extirper de l'économie nationale congolaise ces billets toxiques. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi Lutola, a bouclé vendredi 4 avril 2025 sa mission d'itinérance dans la province du Lualaba. Dans la capitale du Cobalt, il a sensibilisé les opérateurs économiques sur les nouvelles des recettes non fiscales contenues dans la loi de finances 2025 et discuté avec certaines entreprises minières sur des dossiers qui les opposent à la DGRAD. Plus de détails dans ce reportage réalisé par nos envoyés spéciaux Didi Mavambo et Armen Goma. Samedi 29 mars 2025, présentation des civilités du directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD auprès de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka. Accompagné du directeur provincial de la DGRAD Lualaba Fidel Luvungu Muganza, Étienne Ouchoudi Lutola lui a parlé des raisons de sa mission d'itinérance dans sa province. Nous nous sommes entretenus sur plusieurs sujets, notamment l'entretien que j'aurai bientôt avec les opérateurs économiques sur les innovations apportées par la loi des finances 2025. Et nous avons aussi échangé, je lui ai félicité pour son leadership dans le cadre de la reconstruction de la ville de Kolwezi, la ville qui se métamorphose chaque jour qui passe. Et je lui ai aussi remercié pour son accompagnement de la direction provinciale de la DGRAD de Lualaba. Il ne cesse de déployer beaucoup d'efforts pour accompagner la direction provinciale dans le cadre de la mobilisation des recettes non fiscales. La gouverneure du Lualaba Fifi Masuka salue la présence dans sa province du patron de la DGRAD et à cette occasion, elle promet un terrain à la DGRAD Lualaba où sera érigé un bâtiment imposant devant abriter les services de cette direction provinciale. Le directeur général a remercié l'autorité provinciale pour cette promesse. J'ai remercié Madame la gouverneure de province de son accompagnement. Je lui ai fait part de la volonté de la DGRAD d'ériger un bâtiment digne d'une direction provinciale. Et Madame nous a promis de mettre à la disposition de la direction provinciale, donc de la direction générale de la DGRAD, un terrain sur lequel nous devons construire un bâtiment digne d'une direction provinciale de mobilisation des recettes. Lundi 31 mars 2025, la délégation du directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi Lutola, prend la direction de Kapata, à environ 20 km de la ville de Kolwezi. Elle vient visiter la sino-congolaise des mines Sicomine, spécialisée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. Le patron de la cadette des régies financières est accueilli par le directeur administratif de la Sicomine, Song Aifeng. Et puis, c'est au tour de la visite guidée, d'abord dans la mine de Dikouloué Machamba, où se fait l'extraction des minéraux cuprocobaltifères. Ensuite, la délégation se dirige vers l'usine où sont produits les cathodes du cuivre. Les directeurs généraux et sa suite sont édifiés sur le processus de production de minéraux. Enfin, une séance de travail est organisée entre la DGRAD et la Sicomine, au cours de laquelle
Des discussions ont été focalisées sur quelques dossiers qui opposent la régie financière à l'entreprise minière chinoise, notamment la royalty, les cartes de travail, le commerce extérieur et les rapatriements des recettes d'exportation. Et nous avons profité effectivement de cette visite pour passer en revue quelques dossiers contentieux qui opposent la DGRAD à la SICOMIN. Et nous avons constaté que les responsables de la SICOMIN ont prêté une oreille attentive par rapport à ces dossiers dont nous avons parlé. Mardi 1er avril 2025, la même délégation du directeur général de la DGRAD se rend à Katebi Beach Lodge. Nous sommes à environ 30 km de la ville de Kolwezi. Ici, une matinée fiscale est organisée à l'intention des opérateurs économiques membres de la FEC Lualaba et des services d'assiette. Elle porte sur la vulgarisation de nouvelles mesures de recettes non fiscales contenues dans la loi des finances 2025. Le numéro 1 de la DGRAD s'est époumoné pour faire mieux connaître aux opérateurs économiques, surtout les miniers, leurs droits et obligations, avec comme finalité l'acquittement de façon correcte et honnête des droits, taxes et redevances dus à l'État. J'espère que les membres de la FEC ont intériorisé les mesures contenues dans la loi des finances exercice 2025 et connaissant désormais leurs droits et obligations, ils doivent s'acquitter librement des droits, taxes et redevances dues au pouvoir central que la Direction générale des recettes administratives judiciaires de manière et de participation des DGRAD en sigle encadre. Je crois que l'essentiel a été dit. Je pense que sur les questions qui sont restées quelque peu non totalement élucidées, je crois que nos membres auront l'occasion de voir en aparté le directeur général pour essayer d'élucider la question. Mercredi 2 avril 2025, direction Kamoa, à près de 30 km de la ville cuprocobaltifère de Kolwezi. Le directeur général de la DGRAD et toute sa délégation ont le privilège de visiter la mine souterraine de Kakula de l'entreprise Kamoa Copper SA. Cette firme minière canadienne est spécialisée dans l'exploitation du cuivre. Dans une galerie souterraine, on découvre même une femme maniant cet engin à plus de 200 mètres du sous-sol. Elle est félicitée par les patrons de la DGRAD. Kamoa Copper SA a 6600 employés directs, dont 90% des Congolais. Elle a produit plus de 430 000 tonnes de concentré de cuivre en 2024 et projette une production de 520 000 tonnes de cuivre en 2025. Le numéro 1 de la DGRAD, Étienne Ouchu du Lutula, a été élucidé sur l'organisation et le fonctionnement de Kamoa Copper SA, un modèle en termes de civisme fiscal. Nous avons découvert que Kamoa est un investissement de plus de 7 milliards de dollars américains et pendant les 3 ans ici de son activité, elle a déjà contribué à plus de 1 milliard 400 millions en termes de paiement d'impôts, droits, taxes et redevances. Jeudi 3 avril 2025, le directeur général de la DGRAD et toute sa délégation se rendent à l'entreprise Kamoto Copper Company SAKCC dans la ville de Kolwezi. Cette société minière est spécialisée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. Elle dispose de 2 mines à ciel ouvert et d'une mine souterraine. KCC projette pour 2025 une production annuelle de 200 000 tonnes de cuivre. Les patrons de la DGRAD et sa suite ont eu droit à une visite guidée d'abord à l'usine de traitement de minerais où sont produits des cathodes de cuivre. La délégation a été élucidée sur le fonctionnement de ces parcs de cuivre et conduite dans cet espace où sont stockés les concentrés du cobalt sortis de l'usine de production. Vient enfin la visite de la mine à ciel ouvert de Cove, la plus grande du monde en termes de teneur, évaluée à 3%. C'est ici qu'on extrait le cuivre et le cobalt. 60% de production de KCC sort de cette mine.
Une réunion de travail se présente aussi au rendez-vous entre la DGRAD et KCC, représentée par son directeur général Marc Davis. Les discussions ont porté sur certains dossiers qui opposent la régie financière à cette entreprise minière. L'idée d'un dialogue fiscal est préconisée par le directeur général Etienne Uchu-Dilutula dans le but d'approcher la sujettie, de discuter avec lui sur les contentieux et de trouver des pistes de solutions aux problèmes qui les opposent. Vendredi 4 avril 2025, direction Fungurume, à 100 km de Kolwezi dans le Lualaba. Le directeur général commence d'abord par visiter le ressort de la DGRAD Louboudi, où il est bien accueilli par le personnel sur place. Ensuite, il fait le tour des bureaux pour voir les conditions dans lesquelles travaillent ces mobilisateurs de recettes non fiscales et les féliciter également pour le travail réalisé, tout en leur demandant de mobiliser davantage des ressources afin d'atteindre les assignations fixées par les législateurs. Les cadres et agents du ressort de la DGRAD Louboudi vont enfin offrir un cadeau symbolique au patron de la DGRAD. Dernière étape de la mission d'itinérance d'Etienne Uchu-Dilutula dans le Lualaba, c'est la visite des installations de l'entreprise minière chinoise Tenke Fungurume Mining TFM. Dans une sorte de dialogue fiscal, le directeur général de la DGRAD a eu des échanges fructueux avec les responsables de TFM sur les questions purement fiscales. Il s'avère que cette firme minière soit un bon élève en termes d'acquittement de droits taxes dus à l'État, avec une contribution d'un peu plus d'1 milliard de dollars américains. La délégation va visiter cette usine où sont sorties 450 000 tonnes de cuivre en 2024. Les patrons de la cadette des régies financières et sa suite vont aussi visiter l'usine de traitement du cobalt dont la capacité productrice est de 28 000 tonnes par an. La mission d'itinérance du directeur général de la DGRAD dans le Haut-Katanga et le Lualaba s'est arrêtée ici à Fungurume avec des résultats concluants susceptibles d'améliorer la mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Je crois que tous les objectifs assignés par son Excellence Monsieur le ministre des Finances dans le cadre de cette mission d'itinérance ont été atteints. Dans la mesure où nous avons eu des séances de redynamisation avec les cadres et agents de la DGRAD, nous avons eu des matinées fiscales avec les opérateurs économiques dans le cadre de la vulgarisation de nouvelles mesures insérées dans la loi de finances 2025. Et puis, nous avons effectué des visites de travail et d'inspection auprès de différentes sociétés, dont Tenke Fungurume Mining, avec qui nous venons d'échanger, de visiter les sites et d'échanger sur sa contribution significative dans le budget de l'État en termes de paiement de recettes non fiscales. Nous avons eu à dénouer, à lever certaines options sur les différents contentieux qui nous opposent avec certaines sociétés minières. Et dans le cadre des dialogues fiscaux que nous avons instaurés au niveau de la DGRAD, et nous privilégions ces dialogues-là, pour trouver des solutions à l'amiable au lieu de se tirailler devant les cours et tribunaux. Mission donc accomplie pour le directeur général de la DGRAD, Etienne Uchu-Dilutula, dans le Haut-Katanga et Lualaba, où les cadres et agents des deux directions provinciales de la DGRAD ont été sensibilisés sur le message du gouvernement congolais Téléma pour une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales afin de permettre à l'État d'avoir les moyens nécessaires pour faire face à l'agression rwandaise. Les opérateurs économiques ont été édifiés sur les nouvelles mesures des recettes non fiscales contenues dans la loi de finances 2025 et les entreprises minières ont eu des discussions avec la DGRAD sur certains dossiers de contentieux qui les opposent à cette régie financière. Tout ceci a une seule finalité, celle de la maximisation des recettes non fiscales au profit du compte général du Trésor public, conformément à la volonté du gouvernement de la République. Le directeur général des douanes et axes, Bernard Kabese Moussanko, a présidé mardi 1er avril 2025 au siège administratif
de la douane congolaise, située, vous le savez, dans la commune de la Gombe, en présence du représentant du ministre des Finances, la 4e réunion du comité d'audit interne. Cette séance de travail vise l'évaluation du niveau des recommandations formulées lors de la 3e réunion d'audit. Reportage de Jocelyn Lomba sur les images de Peter Loma. C'est en présence du représentant du ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotaï que le directeur général des douanes et axes, Bernard Kabese Moussangu, assisté de son adjoint en charge des questions administratives et financières, Jean-Claude Kalenga, qui a présidé la 4e réunion du comité d'audit interne. Au cours de cette réunion, il était question d'évaluer l'exécution des recommandations de la 3e réunion du comité d'audit interne et examiner des observations tirées de l'exploitation des rapports d'audit et des missions ponctuelles. Depuis la dernière réunion du comité, plusieurs missions d'audit ont été effectuées auprès des services et ont donné lieu à des rapports riches en informations pertinentes sur la façon dont ces dernières fonctionnent. Le tableau qui en résulte est peu luisant et atteste que des marges de progression sont encore énormes. Aussi est-il indispensable de bien cerner les différentes causes de faiblesse diagnostiquées afin d'y apporter les thérapies appropriées. Je voudrais, à travers les directeurs auditeurs ici présents dans cette salle, m'adresser à tous les auditeurs internes de la DGDA pour souligner le caractère noble du métier d'auditeur interne. La vision globale de l'entreprise, acquise à la suite de vos missions, vous procure une haute valeur ajoutée pour des évolutions internes. Mais au préalable, il exige de vous un investissement non négligeable, notamment en termes d'expertise, de curiosité intellectuelle, d'objectivité, d'intégrité, de professionnalisme et de discipline. Il essaie de rappeler que le comité d'audit interne de la Direction générale des douanes et axes se réunit en session ordinaire chaque dernier vendredi ouvrable du trimestre et en session extraordinaire lorsqu'il y a urgence. La Direction générale des douanes et axes, DGDA, a célébré jeudi 3 avril 2025 la 12e session des journées de sensibilisation de la femme douanière, édition 2025, à l'occasion de la clôture des activités du mois de mars, un mois qui est dédié aux droits de la femme. Cette journée était placée sous le thème, je cite, « La douanière au centre de toutes les ambitions et mobilisée pour une douane d'action et d'excellence en temps de guerre ». Prisca Sekana, le TT, et Mitterrand Bia François ont couvert pour vous. Le jeudi 3 avril 2025, les femmes douanières de Kinshasa se sont retrouvées en présentiel dans la salle des spectacles du Centre culturel Boboto et en visioconférence avec celle des provinces douanières pour célébrer la 12e session de journée des sensibilisations de la femme douanière édition 2025 afin de clôturer en beauté les activités du mois de mars dédiées à la femme. C'était autour du thème « La douanière au centre de toutes les ambitions et mobilisée pour une douane d'action et d'excellence en temps de guerre ». Des échanges et réflexions riches en informations ont été enregistrés. Ces thèmes si pertinents abordés dans les contextes actuels où notre pays est agressé par le Rwanda vient mettre en lumière le rôle crucial que doit jouer la femme douanière dans la construction d'une douane moderne, efficace et au service de la nation. Voilà pourquoi la haute hiérarchie de la douane congolaise est déterminée à accompagner la femme douanière dans son autonomisation, à en croire Jean-Louis Baouna Mabolia, directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques, qui a représenté le directeur général Bernard Kabese Moussangu empêché à cette journée de sensibilisation. La DGDA met un point d'honneur à vouloir célébrer cet événement, non seulement la journée d'aujourd'hui, mais le mois tout entier, en pouvant
faire connaître aux différents invités, notamment aujourd'hui Madame la secrétaire générale du genre et famille, que la DGDA met un point d'honneur à valoriser la femme, et non pas seulement pendant le mois de mars, mais tout au long de l'année, en faisant des formations, en donnant des promotions et en ne faisant aucune discrimination entre femmes et hommes quant aux responsabilités que la DGDA donne. Au cours de cette cérémonie haute en couleurs, les femmes agents et cadres de la DGDA ont été honorées par la présence d'Esther Kamwanya Biayi, secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, venue les entretenir sur la 69e session annuelle de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies qui s'est tenue à New York du 10 au 21 mars 2025. Profitant de sa présence, la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants a encouragé la haute hiérarchie de la DGDA sur les efforts consentis dans l'égalité des sexes au sein de l'administration douanière. Comme on dit, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et pour chaque année, il y a un thème. C'est autour des thèmes qu'on parle. On évalue quelles sont les réalisations qui ont été faites, quels sont les défis qui restent encore à surmonter et encore projeter l'avenir. L'année passée, lorsque j'étais ici, il n'y avait pas autant de sous-directeurs. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a autant de sous-directeurs. Ça veut dire qu'il y a une évolution qui a été constatée au niveau de la gestion de l'entreprise. Autre sujet pertinent abordé au cours de cette 12e session des sensibilisations de la femme douanière édition 2025, ce sont les résolutions 1325 et 2763 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elles ont été présentées par Annie Matundu Mbambi, conseillère en genre au ministère du Genre, Famille et Enfants. Plus qu'une journée de célébration, en ces temps des défis et des turbulences liées à l'agression rwandaise, l'engagement, la résilience et le professionnalisme de la femme douanière sont plus que jamais indispensables car ils contribuent à la sécurisation des recettes de l'État, à la lutte contre la fraude et à la protection de l'économie congolaise. Au cours d'un point de presse animé jeudi 3 avril 2025, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a révélé les mesures conservatoires qu'il a arrêtées et proposées pour application au ministre des Mines et des Affaires sociales à l'endroit des présidents des organisations spécialisées chargées de la gestion des dotations de 0,3% des chiffres d'affaires versés par les entreprises minières aux organisations spécialisées appelées autrement DOT. À cette occasion, Jimmy Munganga Ngwaka a annoncé aussi aux agents et mandataires publics la politique adoptée par sa Cour des comptes pour lutter contre la corruption, les détournements et toutes les antivaleurs qui gangrènent la gestion de la chose publique. On l'écoute ici dans cet extrait choisi par Jocelyn Lombababa. Les investigations de la Cour des comptes ont concerné 46 organismes spécialisés. Ces organismes ont géré dans leur ensemble un montant de 216 695 996 $ sur 5 ans, allant de 2018, deuxième semestre, à 2023. À l'issue de cet audit, les équipes d'émission de la Cour des comptes ont relevé, dans les chefs des présidents des organismes spécialisés, de nombreuses irrégularités dont les plus graves ont consisté à la mauvaise répartition des dotations reçues des entreprises minières au détriment de projets communautaires, la non-tenue de comptabilité, la non-mise en place de l'unité d'exécution de projets et de cellules de gestion de projets et de marchés publics, ainsi que la passation des marchés publics en violation de toutes les règles prévues en la matière.
compte tenu de la gravité des griefs formulés à l'endroit des présidents des organismes spécialisés, la Cour des comptes a décidé de prendre des mesures conservatoires avant de finaliser son rapport de mission en faisant application de l'article 39 de sa loi organique qui dispose ce qui suit. La Cour des comptes est habilitée à proposer à l'autorité hiérarchique ou à l'autorité de tutelle de prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées à l'occasion de ce contrôle. Ces mesures concernent l'auteur des irrégularités constatées et portent notamment sur 1. La proposition de suspension ou la proposition de destitution de ses fonctions. 2. Le blocage de ses comptes bancaires. 3. L'interdiction de sortir du territoire national et l'obligation de se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier. 4. L'interdiction d'accomplir certains actes de gestion. Et 5. La proposition de nomination d'un intérimaire. J'annonce par ailleurs à l'opinion publique et surtout aux agents et mandataires publics la politique adoptée par la Cour des comptes pour lutter contre la corruption, les détournements et toutes les antivaleurs qui gangrènent la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Cette politique anticorruption s'articule autour de 3 stratégies. 1. L'application systématique des dispositions de l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes par la prise de mesures conservatoires contre les mauvais gestionnaires. Ces mesures consistent notamment, je vous l'ai dit, à la destitution des fonctions, le blocage des comptes et l'interdiction de sortie du territoire national. C'est le mot d'ordre que je vais donner à tous les magistrats de la Cour des comptes. 2. Le déferment au parquet général près la Cour des comptes de tous les cas de faute de gestion relevés dans la gestion des agents et mandataires publics et des sanctions exemplaires en cas de faute de gestion établie. Les mauvais gestionnaires seront donc condamnés à de très fortes amendes. 3. La mise à la disposition du ministre de la Justice en vue de la saisine des juridictions de l'ordre judiciaire compétente de tous les cas de corruption et de détournement des deniers publics en application de l'article 129 de la loi organique de la Cour des comptes. L'Agence des zones économiques spéciales va célébrer le 14 avril 2025 10 ans d'engagement pour l'industrialisation et le développement économique. Ce sous le thème « Mise en œuvre des zones économiques spéciales en RDC, bilan, défis et perspectives ». En marge de ces 10 ans, son directeur général a tenu un point de presse jeudi 3 avril 2025 pour marquer le lancement des activités commémoratives de ces dernières décennies. C'est un reportage de Jocelyn Lomba et Étienne Abenga Kumba. Créé par le décret numéro 15/007 du 14 avril 2015, tel que révisé en ce jour, l'Agence des zones économiques spéciales AZES totalise cette année 10 ans d'existence. Pour commémorer cet heureux anniversaire, son directeur général a tenu un point de presse pour annoncer le coup d'envoi d'une série d'activités qui mettra en lumière les réalisations majeures de l'AZES au cours de la dernière décennie et tracera les perspectives d'avenir en matière de développement industriel en République démocratique du Congo. Selon le numéro 1 de l'AZES en RDC, l'impact des zones économiques spéciales sur l'économie congolaise, principalement sur la résorption du taux de chômage, est très significatif. Aujourd'hui, les zones économiques spéciales sont des outils justement pour mieux mettre en place cette zone de libre-échange. Pourquoi? Et nous, en tant que RDC, nous avons un avantage, comme je l'ai dit ici, compte tenu de notre dotation factorielle en ressources. C'est un avantage parce que si nous arrivons à produire vraiment ici en RDC, avec la zone de libre-échange, les barrières vont tomber. Nous avons commencé à produire des carreaux. Vous savez que nos carreaux aujourd'hui vont déjà à Brazzaville. Il y a des bateaux qui traversent. Vous voyez? Nos carreaux peuvent arriver jusqu'en Centrafrique. Ils peuvent arriver jusqu'au Cameroun. Ils peuvent arriver partout. Vous voyez? Il fait un moment où nous recevions des carreaux qui venaient de l'Angola.
Parce qu'ici, on ne produisait encore rien. Entreprises agréées dans la zone économique spéciale, la valeur des investissements que nous avons déjà agréés aujourd'hui dans la zone économique spéciale de Maluku, c'est plus de 390 millions de dollars. C'est ce que nous avons déjà agréé à Maluku. C'est plus de 390 millions de dollars. Et si je regarde dans ce que nous avons agréé, ces entreprises-là, il y en a au nombre de, je crois bien, des 10 qui vont créer plus de 12 000 emplois. Ça, c'est rien que pour la zone de Maluku. Les entreprises des zones économiques spéciales contribuent au niveau de l'économie. Au cours de ces face-à-face avec la presse, le directeur général Ogi Bolanda a révélé quelques obstacles auxquels fait face l'Agence des zones économiques spéciales, notamment ceux liés à l'acquisition des espaces, au financement, à l'appropriation ainsi qu'à l'accompagnement des autres administrations du pays. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguetekei, a présidé une réunion d'évaluation et de maîtrise du coût de construction des rocades. Objectif, éviter les surfacturations déplorées les années antérieures dans le cadre de contrats SICOMINE. Plus de détails dans ce reportage réalisé par nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. Sur invitation de l'inspection générale de finances, les parties prenantes aux travaux de construction de la route des contournements de la ville de Kinshasa, les rocades, à savoir l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, la SICOMINE, la Société d'infrastructure sino-congolaise, SISC, ainsi que les sociétés grecques 4 et 8, ont participé à une réunion à l'inspection générale de finances pour l'évaluation et la maîtrise du coût de construction des rocades de Kinshasa. Tous les détails nécessaires ont été fournis par la CGT qui indique que les rocades sont longues de 73 km avec 2 bandes aller, 2 bandes retour. Compte tenu de la particularité du terrain, les travaux comprennent les assainissements, les terrassements, les soutènements, les ouvrages d'art, un échangeur au niveau de passage de la route Kinshasa-Matadi à Mitendi, 10 ponts à construire, dont l'un sur la rivière Ndjili, une tunnel de lutte contre les érosions, la signalisation ainsi que les expropriations de près de 2000 parcelles. C'est dans l'objectif d'éviter encore demain que nous puissions retomber dans ce qui avait été reproché dans ces contrats avant, les problèmes de la surfacturation des travaux. Voilà pourquoi nous le faisons et nous sommes donc derrière tous ceux qui font ces travaux, nos partenaires, la CGT, BTC, tous ceux qui exécutent pour que les choses se passent bien. Et nous avions également échangé sur la préoccupation de nos partenaires chinois sur une question épineuse, celle de l'expropriation qui risque de freiner les travaux. Nous en profitons une fois de plus de lancer un appel à tous les membres du gouvernement impliqués dans ce processus d'expropriation pour que ces problèmes soient vraiment pris avec urgence pour que les travaux ne s'arrêtent pas, parce que nos partenaires ont promis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de livrer les travaux des rocades à la fin de l'année 2026. Les parties ont examiné les dossiers techniques et ont estimé que les normes financières ont été respectées. Mais nous, ce que nous voulons maintenant, c'est que cette implication se traduise par le fait, sur terrain. Qu'on commence maintenant à pouvoir dégager les emprises pour que nos amis chinois travaillent. C'est vrai que le spectateur a posé les questions tout à l'heure de savoir si nous croyons qu'en 2026, les travaux seront terminés. Moi, je lui ai dit oui. Et j'avais demandé également à la partie chinoise de pouvoir se prononcer. Et nous pensons qu'en 2026, tout sera fin prêt, si et seulement si le problème d'expropriation est résolu. Les constructeurs ont sollicité l'implication de l'IGF pour que la commission d'expropriation fasse preuve d'urgence pour ne pas bloquer l'avancement des rocades. L'université de Kinshasa a abrité jeudi 3 avril 2025 une matinée scientifique où le ministre des Finances, Doudou Famba Likonde Libotai, était l'invité d'honneur. Cette matinée scientifique a été placée sous le signe de la résilience économique dans un contexte où la République démocratique du Congo fait face à des secousses sécuritaires majeures
notamment en raison de l'agression rwandaise dans l'Est. Eh bien, le ministre des Finances a martelé un message de stabilité et de prévoyance devant plus de 5000 participants qui ont pris part à cette matinée scientifique, exposant magistralement pendant plus d'une heure l'argentier national a peint le tableau d'une économie résiliente, soulignant un taux de croissance positif, la maîtrise du taux de change depuis juin 2024, la baisse de l'inflation, la rationalisation des dépenses par la réduction du niveau des dépenses d'urgence, l'instauration d'un plat de trésorerie ainsi qu'une coordination étroite entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Tout ceci grâce à un certain nombre de stratégies mises en place pour stabiliser le cadre macroéconomique malgré le contexte actuel marqué par l'agression injuste et barbare du M23. Bientôt, les recettes environnementales vont supplanter les recettes minières qui constituent aujourd'hui le moteur de la croissance économique de la République démocratique du Congo. La preuve, c'est la détermination de la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaiba, soutenue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, sous l'impulsion bien entendu du président de la République, avec l'appui des partenaires techniques et financiers de la RDC qui mettent le turbo sur l'arsenal juridique, le marché carbone et autres recettes environnementales qui jusque-là n'étaient pas perçues en RDC. Suivez en exclusivité la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaiba Massoudi. Ça, vraiment, je le dois aussi à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de dire qu'il faut aller vers la diversification de l'économie. On ne peut pas se baser seulement sur les ressources naturelles du sous-sol. Nous devons tenir compte de l'agriculture, nous devons tenir compte des autres mécanismes aussi qui peuvent mobiliser les recettes publiques. Et dans cette vision-là, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est ça le nom d'indique, j'ai eu comme assignation les liens à faire entre l'environnement et le développement durable. Le développement durable dans le cadre des objectifs de développement durable où l'environnement est devenu aujourd'hui une matière transversale qui va amener les recettes publiques, qui va mobiliser. Nous sommes une institution d'assiette, un service d'assiette. Alors nous avons fait ces efforts de service dans les cadres... L'encadrement, oui, l'encadrement d'abord des recettes de l'État pour éviter l'écoulage des recettes avec la DGRAD qui est une régie financière, des missions conjointes. Et au départ de ces missions conjointes, j'ai donné des orientations claires et précises. Ce que nous devons faire au niveau des installations classées. Et que si nous faisons des redressements, même si nous nous retrouvons dans une situation des taxations des amendes transactionnelles, le principal, on n'y touche pas. On n'y va que vers les amendes transactionnelles et il y a un seuil où on ne peut pas dépasser parce que toutes ces installations classées doivent répondre aux normes, aux standards de notre pays en matière des installations qui sont des assujettis par rapport aux matières environnementales. Ça, nous l'avons fait. Et il y a aussi une nouvelle commodité de valoriser le service rendu par nos forêts. C'est le marché des crédits carbone. Vraiment, c'est en toute fierté que je voudrais dire l'environnement n'est plus ses parents pauvres en jargon quinois. On disait Bisika Bikaouki. L'environnement aujourd'hui contribue énormément à booster le budget de l'État. Nous sommes arrivés en 2021, en avril 2021. Nous reconnaissons quand même qu'en 2020, il y avait, par rapport aux assignations, il y avait 113% de mobilisation de ces recettes. Et au vu de ça, il nous a été assigné de mobiliser environ 96 milliards. Ici, je vois 96 milliards et demi. Mais nous avons fait beaucoup d'efforts à mobiliser jusqu'à 124%.
Et en 2022, là où nous avions vraiment pris des choses en main, nous avons, grâce au plaidoyer que nous avons fait pour la mobilisation des recettes et tous les efforts des services, nous en sommes arrivés jusqu'à 180% de mobilisation des recettes. Vous voyez que c'est énorme. Oui. Alors, lorsque l'autorité budgétaire a vu ça, il nous a remis à une augmentation de 24% des assignations. Nous avons dit qu'à cela ne tienne, notre rôle, c'est de mobiliser les recettes de l'État parce que nous devons répondre à la vision du chef de l'État. Il y a la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas gratuit, c'est l'État qui finance. Il y a la gratuité de la maternité. Il y a la guerre. L'État qui finance. Il y a les efforts de guerre. Il y a la couverture santé universelle. Nous devons mobiliser les recettes. Et là, nous sommes allés encore à crever le plafond jusqu'à aller 184% des dépassements en termes de mobilisation des recettes. Alors, si nous avions eu un peu de baisse en 2024, 130%, vous allez me demander pourquoi de 184 à 130. C'est parce que, vous savez, les questions des crédits carbone que je venais de dire ici, les gens n'ont pas très bien compris. Ils entendent parler de crédits carbone, ils entendent parler des termes de chiffres de millions. Lorsqu'il y a eu des bruits du genre, on a vendu les forêts, les crédits carbone, nous dans telle province, on n'a pas eu, on a détourné les fonds. Nous sommes dans ces crédits carbone, dans ce qu'on appelle marché volontaire. Les acheteurs de crédits carbone ont un peu ralenti pour dire nous voulons voir clair. Les investisseurs n'aiment pas le bruit. Oui, les investisseurs n'aiment pas le bruit de ce genre. Et puis, on a eu un peu de ralentissement parce que les investisseurs attendaient aussi les cadres légaux sur l'arrêté interministériel entre l'environnement et le ministère des Finances pour montrer la répartition des pourcentages de ces crédits carbone par rapport au fonds de l'État, la quotité de l'État. Il devait aussi savoir, parce que normalement l'investissement des crédits carbone, ce n'est pas pour qu'on les mette dans les trésors publics, mais plutôt pour que les communautés locales qui vivent dans la forêt, qui vivent de la forêt, qui doivent protéger ces forêts, en bénéficient. Donc il y a eu de retard avec mon collègue des finances, mais finalement lorsque nous avions signé, je crois que nous sommes revenus à la normale. Il y a aussi la guerre. Il y a aussi la guerre qui est responsable de tout ça. Il y a des installations classées, par exemple, qui sont dans les provinces qui sont sous état de siège, qui ne fonctionnent pas normalement. Et ça nous a aussi handicapés. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons pu mobiliser dans les 130. Mais 130, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je vous dis, en termes chiffrés, oui. Nous avoisinons quand même une bonne quantité dans les trésors publics. Mes ambitions, c'est que tous les Congolais sur les 120 millions d'habitants connaissent au moins plus de 50% des Congolais qui comprennent les gestes écologiques. Parce que si à partir de nous-mêmes, nous comprenons cela, les choses seront faciles. Parce que vous allez voir que notre comportement, vous allez au stade, dans un match de football. Après le match, regardez les dégâts qui s'ensuivent, les papiers, les bouteilles en plastique au sol, tout ce qu'il y a comme crasse. Vous allez même dans une fête de réjouissance, les poubelles sont à côté, les gens n'ont pas ces gestes écologiques. L'autre ambition, c'est que la République démocratique du Congo vive de ses potentiels environnementaux. Ces ressources naturelles soient transformées localement, qu'on en donne une plus-value dans le cadre de la chaîne de valeur pour que nous arrêtons d'être dépendants par des institutions qui nous prêtent de l'argent, qui nous appuient. Le Congo, c'est le pays qui peut prêter l'argent aux autres. Nous devons quitter progressivement l'aide au développement vers un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'en termes de ressources, nous l'avons. En termes du potentiel aussi de la ressource humaine, nous l'avons. L'environnement produira au-delà des milliards. L'environnement peut développer la République démocratique du Congo. L'environnement peut appuyer l'agriculture, appuyer la médecine, donc le secteur de la santé, le secteur de l'autonomisation de la femme, le secteur de l'éducation. L'environnement peut les appuyer, vivre dans un corps sain dans un environnement sain. L'environnement peut appuyer financièrement la République démocratique du Congo. Surtout mon ambition, c'est de faire en sorte que l'environnement à lui seul donne
ne fût-ce que 15 à 20% du budget de l'État. Et c'est possible de devoir le faire. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un encadrement, c'est juste les efforts de service que nous devons faire. Et il faudrait que tous les ministères sectoriels concernés avec lesquels nous devons travailler doivent être aptes à nous donner la facilité des cadres légaux. Parce que nous avons besoin des arrêtés interministériels pour nous laisser à travailler. Par exemple, pour mettre en place les secteurs où nous devons capter la finance publique, les recettes de l'État, et que nous puissions aussi travailler ensemble avec eux. C'est la fin de votre magazine Fiscalité et Développement. Tout le plaisir pour nous de vous savoir nombreux toujours à nous suivre. Prenez rendez-vous pour la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.